Pierre-René, talk to you, première. C'est bon. Bienvenue, Pierre-René. Merci pour l'invitation. Vous êtes glaciologue, spécialiste des glaciers pyrénéens. Vous êtes ici à Bourg-Saint-Maurice pour le festival Agir pour les glaciers. Je vous propose d'écouter votre portrait. Pierre-René, vous avez consacré votre vie aux glaciers des Pyrénées, témoin silencieux des bouleversements climatiques. Glaciologue et fondateur de l'association Moraine en 2001, vous n'avez jamais arrêté d'observer, mesurer et documenter leur évolution. Vous avez fait un constat sans appel. Depuis le 19e siècle, la superficie des glaciers pyrénéens a diminué de 93%. Au-delà de vos recherches scientifiques, vous avez ressenti l'urgence de sensibiliser le public, notamment à travers votre livre Glaciers des Pyrénées, le réchauffement climatique en images. Un témoignage fort qui montre la transformation brutale de ces paysages. Mais vos alertes ne se limitent pas aux pages d'un livre. Vous êtes aussi un passeur de savoir, intervenant dans les collèges, les universités et lors de conférences pour éveiller les consciences. Vous êtes persuadé que la transmission est essentielle pour pouvoir changer les choses. Sur le terrain, vous avez vu ces glaciers s'effondrer, se fissurer, reculer. Pourtant, vous continuez à les étudier sans vous lasser, car chaque donnée recueillie est une preuve supplémentaire de l'urgence d'agir. Votre engagement fait de vous une figure incontournable de la lutte pour la préservation des glaciers pyrénéens et plus largement un témoin privilégié du changement climatique en action. Aujourd'hui, votre présence au festival Agir pour les glaciers prend tout son sens. Vous êtes là pour rappeler que la disparition des glaciers n'est pas un phénomène lointain, mais une réalité bien ancrée, un signal d'alarme que nous ne pouvons plus ignorer. C'est Une qui réaction. C'est l'IA, ça? C'est qui? Ah non, 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 c'est vraiment fait avec des vrais humains. D'accord, bon, très bien. Merci, ok. Ça vous parle? Oui, C'est fidèle? Oui, c'est très bien. Donc vous êtes glaciologue, on le disait, spécialiste des Pyrénées. Ouais. Pourquoi avoir choisi d'observer les glaciers pyrénéens? J'ai vécu, j'ai grandi dans les Pyrénées depuis toujours. J'ai fait une partie de mes études 2 années dans les Alpes. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu un petit peu le coup de foudre pour ce sujet. Mais originaire des Pyrénées, j'ai voulu en savoir plus sur les glaciers pyrénéens. Et quand je suis allé à la recherche d'informations à leur sujet, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient plus observés, plus étudiés et que toutes les données qu'on pouvait retrouver étaient complètement obsolètes. Voilà, donc il y avait véritablement une lacune sur le sujet au moment, c'était en l'an 2000. Et pourquoi un tel désintérêt? Et pourquoi? Parce qu'en France, si on s'intéresse aux glaciers, on va dans les Alpes, c'est tout à fait logique, hein. Il y a un facteur 100 en termes de surface, de volume de glace entre les Pyrénées et les Alpes. Logiquement, c'est dans les Alpes qu'on trouve les laboratoires de glaciologie et qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Dans les Pyrénées, quand même, les scientifiques savaient qu'il y avait des glaciers et il y a eu à plusieurs moments des tentatives de mettre en place des suivis, mais c'était souvent finalement en deuxième intérêt. C'était des personnes, des scientifiques qui avaient déjà une mission dans d'autres domaines et qui, un peu dans leur temps libre, s'intéresser aux glaciers des Pyrénées. Et donc, c'est assez fragile comme organisation. Et c'est pour ça que ça a été haché dans le temps, quoi, hein. Donc, elles sont quand même fournies, hein, les données concernant les glaciers des Pyrénées dans les archives. C'est fourni, on trouve beaucoup de choses, mais qui est très haché dans le temps, avec beaucoup de techniques d'observation, de mesures différentes. On n'a pas de série aussi robuste qu'on peut trouver dans les Alpes. Vous avez donc fondé l'association Moraine pour les observer. Qui fait partie de cette association et comment est-ce que vous travaillez? Oui, moi j'ai fait en fait mon stage de fin d'études au Parc national des Pyrénées pour essayer de proposer la remise en route du suivi des glaciers. Le Parc national a été bien sûr intéressé, hein, en tant que structure qui s'occupe du suivi du milieu naturel, mais n'a pas souhaité être moteur. Et du coup, j'ai créé une association tout simplement pour avoir un statut, pouvoir solliciter des subventions et ainsi acheter du matériel spécifique de mesure des glaciers et mettre en place ce suivi. Quand j'ai fait ça, j'ai été tout de suite appuyé quand même par les glaciologues alpins, hein, qui ont justement crédibilisé mon projet, hein, et c'est comme ça que ça a quand même très rapidement fonctionné en termes de collectivités locales qui m'ont soutenu, enfin qui ont soutenu l'association. Et après l'association présente, c'est vraiment tout petit, hein, c'est une cinquantaine de membres, plus ou moins actifs, donc des bénévoles plus ou moins actifs, mais qui sont en fait des passionnés de montagne, quoi. Donc c'est un petit peu de tout, c'est des montagnards, on va dire de manière générale, hein, des montagnards des Pyrénées passionnés par ce sujet-là, qui ont décidé de s'impliquer dans les journées de mesure de terrain où il faut de la main d'œuvre. Donc les glaciers des Pyrénées fondent, hein, à l'image des glaciers des Alpes et du monde entier. Une fonte qui est sans précédent depuis les années 50 et qui s'accélère aussi depuis les années 90. Ils sont 100 fois plus petits, hein, vous me disiez, que les glaciers des Alpes, les glaciers pyrénéens. Ils sont condamnés, on le sait. C'est quoi leur espérance de vie?
Donc dans les Pyrénées, effectivement, hein, quand on parle de la surface des glaciers pyrénéens, on parle en hectares, alors qu'habituellement, les surfaces glaciaires se mesurent en kilomètres carrés, donc il y a un facteur 100 entre les deux, hein. 1 kilomètre carré, c'est 100 hectares. On va pas parler en kilomètres carrés dans les Pyrénées parce qu'il n'y a aucun glacier qui fait 1 kilomètre carré. Ils font tous quelques hectares, enfin, quelques dizaines d'hectares pour les plus grands. Donc on est dans des tailles beaucoup plus petites. Et donc sur cette chaîne de montagnes des Pyrénées, étant donné l'altitude maximum, hein, on est un peu plus de 3000 mètres, la latitude, le climat régional, eh ben, on a des conditions véritablement limites pour que des neiges puissent subsister, persister et donc correspondre à des glaciers. Donc c'est vraiment des conditions limites d'existence. Et étant donné ce réchauffement climatique en cours, on est en train de dépasser l'habitabilité pour les glaciers au niveau des Pyrénées. Et donc ils sont très réduits, ils se morcellent et ils sont en train de disparaître. Vraisemblablement, dans une quinzaine d'années, peut-être, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. Combien en reste-t-il maintenant? Aujourd'hui, il reste, dans l'inventaire, il reste 17 glaciers dans les Pyrénées. Bon, plus ou moins quelques-uns, hein, je veux dire, l'inventaire, mais certains glaciers qui se sont morcelés, on peut considérer que c'est toujours le même glacier, mais qui est en plusieurs parties, ou alors qu'il y a plusieurs glaciers. Mais voilà, quand j'ai commencé à mesurer, par comparaison, en 2000, il y avait 44 glaciers dans les Pyrénées, donc on a perdu plus d'un glacier par an, hein, depuis l'an 2000. On est allé poser la question aux Chamonniards, savoir s'ils connaissaient bien les glaciers de nos voisins pyrénéens. 2025, c'est l'année des glaciers. Les glaciers dans les Pyrénées, vus par les Chamonniards, ça donne quoi? Est-ce que tu peux me citer des glaciers des Pyrénées? Alors, En fait, non. Je sais qu'il y en a, mais lesquels, non. est-ce qu'il n'y aurait pas un glacier vers le Néouviel ou l'Aneto? Ou je connais pas le nom de glacier en fait. Je connais les noms des sauvets, quelques-uns quoi. Parce que j'y vais jamais dans les Pyrénées. Hein. Ma mère. Attends, c'est ma Ta mère. mère? Mais non. Attends, je peux demander, je peux avoir une. Peut-être je lui demande pour le glacier, elle va peut-être me répondre. Maman? Alors, je ne connais pas de nommément de glaciers dans les Pyrénées, mais je sais qu'il n'en reste que très peu et en pas très bon état, malheureusement. Je pense dans le Villimal, c'est un bon glacier. Et je pense que c'est la dernière glacier des Pyrénées. Est-ce qu'il existe encore des glaciers dans les Pyrénées? Oui, je le sais qu'il en reste. Mais ils sont tout petits. Oh, il doit en rester 3 ou 4. Je dirais peut-être encore une vingtaine. Je n'y crois pas parce que en fait, c'est plus au sud et c'est pas si haut. Et dites-moi si Il en ça reste existe. 17. 17. Ouais. Alors, c'est pas mal. Et à ton avis, à combien culmine le plus haut glacier des Pyrénées? Je dirais autour de 3000. Mais ça doit être 3000 quand même. 3005. 3298. Voilà. Et c'est le glacier d'Oussou. Dessous. Ah bon? Est-ce que tu penses qu'on peut encore sauver les glaciers pyrénéens? Je pense qu'il y aurait quand même une certaine inertie, même si on était actif maintenant. J'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment changer les choses pour les 20 prochaines années. Ça se passe si vite que je n'y crois pas. Et quelle est l'espérance de vie des glaciers pyrénéens? J'imagine que ça doit être une trentaine, même moins de 30 ans, 20 ans. Peut-être c'est 50 ans. Je sais pas, une centaine d'années. 15 ans. Ah non. Est-ce que j'ai droit à un bonus, à un truc? Tu peux me donner un bon point? Oui, Osso, Ossou, c'est deux toponymes différents. En fait, la vallée d'Osso existe. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est dans le Béarn, avec le pic du Midi d'Osso, AU, à la fin. Et au Vignemale, il y a le glacier d'Ossou, OU. Voilà, et des fois, il y a des confusions. parce que, oui, C'est un vrai peu que la cata? c'est très proche. Non, pas du tout, c'est pas du tout la cata. Bon, après, c'est vrai que peut-être j'aurais aimé voir un peu plus, on va dire, des profils de montagnards, enfin, du moins au niveau de l'apparence, qui sont peut-être plus susceptibles de connaître. Mais bon, non, en fait, c'est pas du tout la cata. Ils ont quand même Quelques notions. quelques notions, sont assez proches de la réalité. Vous nous avez apporté des photos du glacier d'Ossou pour nous montrer son évolution. Effectivement, sur la photo, ça fait peur, mais c'est celui qui est en meilleur état dans les Pyrénées. Alors, état, ça dépend ce qu'on entend par état. Si c'est un état de bonne santé, non, c'est pas bon. Par contre, si c'est un état on va dire, de relative grande superficie, bah, c'est oui, parce que ça reste le deuxième plus grand des Pyrénées avec 22 hectares. Alors là, cette vue de cette photo, on est vraiment en face. Et comme le glacier est plan, du coup, on se rend pas compte de l'étendue, quoi. Ça écrase, en fait. Ça écrase sa surface, le point de vue de cette image. Comme c'est une image terrestre, vue d'un sommet, on n'a pas le choix. Hein. C'est vrai que si on montait en avion, en hélico, en drone ou je sais pas quoi, on aurait plus une vue aérienne et on se rendrait compte de l'étendue, ce qu'on ne voit pas là, de l'étendue du glacier. Je parle en 2023, hein, bien sûr. Oui, il faut imaginer la perspective. Voilà, Effectivement. sur la perspective, il y a quand même un grand plateau, d'ailleurs, ça s'appelle le plateau des neiges, c'est le toponyme local. Quand on est dessus, à pied, et qu'on déambule, on se rend compte quand même que
de l'étendue, puis de la profondeur un peu, parce qu'il y a des trous, il y a des puits dans la glace, et on s'y approche, mais de manière prudente. Quand vous aviez commencé à les observer, ces glaciers pyrénéens, vous vous attendiez à cette fonte spectaculaire? Non, voilà, moi j'ai commencé à étudier les glaciers donc tout de suite après mes études universitaires, donc j'étais vraiment novice en la matière et ouais, j'imaginais pas forcément, enfin je voyais bien que ça fondait, mais je me projetais pas sur leur évolution future, leur dimension, leur surface. Voilà, j'étais vraiment en pleine, je mesure d'année en année et puis je vois comment ça évolue. Petit à petit, voilà, je faisais mes armes un peu, je commençais enfin, à mieux appréhender cette dynamique d'évolution. Et ensuite, donc voilà, je me rends compte que ça fond vite, mais quand même 10 ans, 15 ans après, je me rappelle de 2017, Mmh. où là, en allant sur le site, d'un mois à l'autre, à un moment, il y avait tout un pan du glacier qui avait disparu, où il y avait la roche à la place, quoi. Genre l'équivalent d'un terrain de foot ou de 2 terrains de foot, en l'espace d'un mois, qui était apparu. En fait, la glace était très, très fine et donc en un mois, elle a fondu et elle a libéré, des zones rocheuses et donc là, ça a entraîné vraiment une transformation de l'allure du glacier en un temps très court. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me rends bien plus compte de cette régression rapide, de cette fonte rapide, mais des fois, on est encore surpris, quoi. Et sur l'activité humaine dans les Pyrénées, est-ce qu'il y a des conséquences directes de leur fonte ou des menaces? Alors, les glaciers sont vraiment déconnectés géographiquement des habitations permanentes et de la vie permanente humaine. Donc, du coup, même s'ils pourraient être dans un état de déséquilibre, on parle de risque glaciaire avec des effondrements, des écroulements, des libérations de volume d'eau, tout ça, c'est de petite taille et c'est loin des habitations. Il n'y a pas véritablement de risque glaciaire pour les populations permanentes. Là où ça peut impacter, c'est plus pour les randonneurs, les alpinistes qui vont gravir les sommets. Et là, les itinéraires d'accès sont parfois modifiés parce que les glaciers sont finalement aident Mmh. les alpinistes à atteindre les sommets parce qu'ils, par leur épaisseur, c'est un peu comme des marchepieds qui permettent d'accéder plus facilement à la roche et aux cimes. Et c'est arrivé que certains étés, notamment en fin d'été où les glaciers sont secs, que certains bureaux des guides décident de ne plus proposer par exemple l'ascension de Mmh. l'Aneto parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux par rapport au risque de chute de bloc. Donc des menaces liées à la pratique de l'alpinisme uniquement. Voilà. Finalement, si ces glaciers pyrénéens, ils sont si anecdotiques, si petits, si peu utiles à l'être humain, pourquoi est-ce que c'est important de leur accorder de l'intérêt? Mesurer les glaciers, documenter leur existence et leur déclin, finalement, je trouve que c'est une manière de conserver leur mémoire. Donc ça a quand même voilà, cet intérêt de conserver La l'histoire, connaissance? voilà, Mmh. l'histoire, la connaissance du milieu naturel. Et en même temps, en temps réel, en fait, ils documentent le climat, hein. C'est ça, les glaciers, ce sont des reflets du climat, des miroirs du climat. Et donc, ils rendent visible l'invisible. En mesurant les glaciers, on a vraiment une preuve irréfutable, vraiment concrète et palpable de cette évolution climatique. Et donc, c'est vraiment, voilà, comme je viens de le dire, une documentation en temps réel de l'évolution climatique. Les préserver, c'est baisser nos émissions de gaz à effet de serre, forcément, c'est limiter l'impact du réchauffement climatique, limiter la hausse des températures. Il y a eu des annonces fortes pour la protection des glaciers. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, les glaciers, en fait, ils font que subir, hein, ils subissent le climat. Donc il y a, le climat se réchauffe, causé justement par les activités humaines, l'utilisation abusive des énergies fossiles. Donc tout ça, c'est une réaction en cascade, hein, utilisation des énergies fossiles, accumulation de CO2 dans l'atmosphère, effet de serre additionnel, réchauffement climatique et ce réchauffement climatique fait fondre les glaciers. Donc tout est en cascade et par rapport aux glaciers, donc il y a eu, une volonté, une triple objectif de l'État, hein, lié à cette année internationale des glaciers 2025, de mettre plus de moyens financiers pour mieux les connaître, de sensibiliser davantage le grand public quant au rôle essentiel des glaciers et de préserver ces zones glaciaires et ces zones post-glaciaires parce que ce sont des zones qui sont très fragiles, des zones qui sont nouvelles, hein. On est un peu à la charnière entre deux milieux, le monde glaciaire et les écosystèmes émergents. Et donc préserver ces éléments neufs de la biodiversité qui arrivent puisqu'on a mis à mal, on va dire, un grand nombre de la biodiversité. Là, on a cette biodiversité toute neuve, entre guillemets, qui se met en place et essayons de la préserver parce qu'elle nous est absolument indispensable au quotidien. Et donc vous nous disiez 44 glaciers en 2000, 17 aujourd'hui et forcément ces glaciers, ils laissent place à un autre écosystème. C'est aussi ce que vous étudiez, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui au festival Agir pour les glaciers. Qu'est-ce qu'on apprend de ces écosystèmes, qui subsistent de cet état, post-glaciaire?
Voilà, dans les Pyrénées, avec cette régression, cette fonte des glaciers, effectivement, il y a des espaces qui sont libérés, qui sont très rapidement en fait colonisés par des espèces végétales ou animales microscopiques qui viennent s'installer dans ces zones vierges. Donc, c'est ce qu'on appelle des écosystèmes post-glaciaires, des écosystèmes primaires, des écosystèmes émergents. Je les étudie pas encore, mais peut-être que voilà, ça va glisser des glaciers vers ces écosystèmes. Et ces écosystèmes post-glaciaires, c'est des écosystèmes qui sont tout nouveaux, tout neufs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce sujet-là au cours de ce festival Agir pour les glaciers, parce que on est en présence de nouveaux écosystèmes et qu'il faut peut-être, alors ça reste un peu symbolique en termes de superficie par rapport à l'échelle d'une chaîne de montagne. Là, c'est des superficies qui sont assez petites, mais c'est vrai qu'on a malmené quand même un grand nombre d'écosystèmes planétaires. Et là, on est dans des écosystèmes nouveaux qu'il est plus qu'important de préserver, puisqu'ils font partie de cette biodiversité qui nous est indispensable au quotidien pour vivre. Préserver ça de manière symbolique, c'est important de le faire. Et donc, à l'échelle planétaire, en 2100, si le réchauffement est compris entre 1,5 degré et 4 degrés, ce serait moins 26 ou moins 41% de leur masse qui va disparaître, de la masse qu'ils avaient en 2015. C'est quand même des chiffres assez alarmants, mais je voudrais qu'on termine avec une belle image, parce que c'est important aussi pour vous, et vous m'en avez parlé, l'idée de continuer à pouvoir s'émerveiller en montagne. Et c'est aussi l'objectif du festival Agir pour les glaciers, c'est de, voilà, de s'informer sans non plus tomber dans des informations trop anxiogènes ou trop négatives, et de continuer à avoir le regard tourné vers ce qui est beau. Tout à fait. C'est vrai qu'aller en montagne, et notamment en haute montagne, c'est que moi j'appelle ça un proche voyage lointain, parce qu'en fait ces montagnes et ces hautes montagnes, elles sont là, on est dans une vallée. Si on va sur les sommets des montagnes, on se retrouve immergé dans ce paysage de haute altitude, ce paysage glaciaire immaculé, contrasté, épuré, hein. C'est du blanc, des glaciers, blanc, bleu, les différentes couleurs du glacier. C'est la roche qui est beaucoup plus sombre. Les glaciers possèdent des entrailles, hein, des crevasses, un front, une langue. Et dans ce paysage vraiment étonnant, on a, quand on y est, plus les conditions météo en haute montagne, hein, qui sont très changeantes. Voilà, on est vraiment ce qu'on appelle au contact des éléments. Et ça, on va dire, ça décuple cette sensation de vie, et ça pousse aussi à l'émerveillement. Alors en même temps, ça peut effrayer, hein, parce que c'est un milieu dans lequel on ne se sent pas forcément à l'aise, parce que ce n'est pas notre environnement quotidien. Mais voilà, si on y va en étant encadré par des spécialistes de la montagne, par des guides, et qui mettent en confiance, on peut alors vraiment se connecter pleinement à cet environnement exceptionnel, grandiose, sublime, et du coup s'émerveiller. Et comme on le dit, c'est véritablement en s'émerveillant, en connaissant, en comprenant les éléments qui composent la montagne, qu'on va davantage les aimer, et du coup davantage les protéger. Merci beaucoup, Pierre-René. Merci.